Que pensez-vous de l'argument du terrorisme pour justifier la remise en cause des libertés publiques? Alors ça, je me suis déjà exprimé là-dessus, notamment au moment de l'affaire de Charlie, de l'affaire des attentats de Charlie Hebdo. Je renvoie les internautes à l'intervention que j'avais faite donc au début de l'année, au moment où je présentais mes vœux pour l'année 2015. J'avais dit ce que je pensais de cette affaire de Charlie Hebdo. D'ailleurs, cette vidéo, moi j'ai vu, elle marche très bien. On en est à, je crois, à plus de 51 000 visionnages, 51 000 visionnages. J'en profite pour dire que nos vidéos sont de plus en plus vues, ce dont je me réjouis. Alors, oui, nous avions à l'époque, on avait d'ailleurs publié des communiqués avalisés par le Bureau national de l'UPR, pour dire que, bien entendu, comme tout le monde, on condamne le terrorisme. Les affaires comme Charlie, les attentats à Charlie Hebdo sont effectivement épouvantables. Bien. Cela étant, nous avions dit, nous maintenons qu'un mouvement politique responsable, qu'un homme d'État doivent faire la part entre l'émotion et les motifs d'un côté, et puis la rationalité, et examiner les choses avec la hauteur de vue et le recul du temps nécessaire. Nous avions dit qu'il fallait d'abord pouvoir arrêter les personnes soupçonnées. Je rappelle que, normalement, tant qu'il n'y a pas eu de jugement, on n'a fait affaire qu'à des suspects. On n'a pas des gens qui sont coupables avant d'être passés en jugement. Mais ça, toute la presse, semble-t-il, et la plupart des grands partis politiques ont oublié ce principe pourtant fondateur qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous disions qu'il faut arrêter les suspects vivants. Il faut absolument les arrêter vivants pour qu'ils passent à table, comme on dit. C'est-à-dire qu'on leur fasse dire où est-ce qu'ils ont été formés, parce que ça ne s'invente pas d'avoir une Kalachnikov. D'abord, il faut avoir la Kalachnikov, il faut se la procurer, il faut avoir l'argent pour se la procurer, il faut avoir l'argent pour se procurer les munitions, il faut avoir également les munitions, il faut savoir l'utiliser, utiliser tout ceci, et puis, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des séances de formation, il fallait remonter les filières. Bon, malheureusement, encore une fois, comme pour l'affaire de Mohamed Merah, l'affaire de Charlie Hebdo, on n'a pas pu, on a vu que les suspects sont sortis les pieds devant et ils ont été tués. Pareil pour Koulibaly avec les assassinats qu'il a commis, semble-t-il, dans l'hypermarché cachère de la porte de Vincennes. Donc tout ça, c'est très fâcheux parce qu'on est dans le domaine des suppositions. Et alors évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs, notamment sur Internet, dont il faut à la fois se défier. Toutes les rumeurs ne sont pas forcément fondées, mais il est quand même normal aussi que les gens s'interrogent. Heureusement. Parce que si on est dans un univers, et malheureusement c'est un petit peu ce vers quoi on s'oriente, où que dès que les pouvoirs publics ont donné une version officielle, tout le monde est prié de se taire et d'admettre que cette version officielle est la bonne, voilà, ça veut dire qu'on revient carrément au Moyen-Âge. Enfin, on revient avant l'époque des Lumières. Je rappelle que ce qui a fait la grandeur de la civilisation des pays d'Europe, c'est justement la capacité de tout remettre en cause et de faire que rien ne doit être accepté comme vrai tant qu'on ne l'a pas fait passer au crible de la raison. Alors, cette affaire comment dirais-je, de terrorisme, eh bien, on a eu des rebondissements encore très récemment. J'en voudrais pour preuve des déclarations de deux chefs d'État qui sont quand même à prendre en considération. La première, c'est cette interview qui a été réalisée, assez extraordinaire, faite par David Pujadas de Bachar el-Assad, le président en exercice de la Syrie. Dans cet entretien, le président syrien est apparu finalement comme un homme assez digne, en tout cas qui répondait aux questions pour le moins incisives du journaliste français, et qui a répondu d'une façon qui, à vrai dire, parfois n'était pas forcément infondée. Lorsqu'il expliquait, par exemple, que Monsieur Hollande, il n'avait rien à lui dire parce que Hollande, il ferait déjà bien de s'occuper de son propre peuple et de sa propre impopularité, on ne saurait trop le blâmer. Et puis, nous avons à l'UPR trop en mémoire les déclarations, notamment
par l'inénarrable Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, sans doute le plus mauvais qu'on ait vu depuis un certain nombre d'années, qui s'était permis de dire que Bachir el-Assad n'avait pas le droit de vivre sur la terre, et qui avait dit par ailleurs que le front Al-Nosra, qui fait partie d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot. Bon, eh bien, le président Bachir el-Assad, il a répondu justement sur cette thématique, en montrant que c'était les États occidentaux qui finançaient le terrorisme que par ailleurs ils prétendent combattre. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit aussi, parce que les preuves s'accumulent. Il n'y a pas que Bachir el-Assad, il y a de plus en plus de preuves qui s'accumulent de ce que les trafics d'armes sont en fait transitent par l'Arabie saoudite, le Qatar, et sont très souvent en provenance d'ailleurs des États-Unis d'Amérique ou des pays occidentaux. J'en profite pour dire au passage d'ailleurs que le président syrien a dit quelque chose qui est un peu triste, mais qui malheureusement est très très exact, puisqu'il a dit qu'en fait personne ne prend plus au sérieux, je le cite, personne ne prend plus au sérieux les déclarations des responsables français. Pour une simple raison, a-t-il dit, c'est que la France est devenue en quelque sorte un satellite de la politique américaine dans la région du Moyen-Orient. Il aurait pu dire d'ailleurs dans le monde entier. Le président syrien a dit la France n'est pas indépendante, n'a aucun poids, elle n'a aucune crédibilité. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour me faire le porte-parole de Bachir el-Assad, qui n'est pas un démocrate. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. Mais si Bachir el-Assad dit ça, qui est un homme parfaitement francophone, dans un pays, la Syrie, très proche de la France depuis des siècles, ça remonte à François Ier, je le rappelle, avec énormément de Syriens, notamment des chrétiens d'Orient, qui parlent parfaitement le français, ce pays comme le Liban qui sont très tournés vers la France, eh bien si Bachir el-Assad dit ça, il faut savoir que c'est ce que l'on dit partout. C'est ce que l'on dit en Turquie, c'est ce que l'on dit en Irak, c'est ce que l'on dit en Arabie saoudite, en Égypte, en Israël, en Russie, au Moyen-Orient, de façon générale, mais aussi en Chine. Partout, en réalité, les dirigeants lorsqu'ils rencontrent M. Hollande, bon, ils font un minimum, ils lui serrent la main. Ils peuvent difficilement faire moins. Ils le reçoivent gentiment, mais enfin, ils doivent en regarder discrètement leur montre. Ils savent que ça n'a aucun intérêt, puisqu'ils parlent en fait à un paltoquet. Voilà. Le président de la République française n'est désormais plus qu'un paltoquet, c'est-à-dire quelqu'un qui est une marionnette dans les mains de Washington. Et ça se sait, ils le disent. Ils le disent sans embâche. Voilà ce qu'a dit Bachir el-Assad. C'est triste. Ça nous ramène en fait à la fois à Louis XV. Dans ma conférence sur l'histoire, je cite justement un contemporain de Louis XV qui montrait que par rapport à l'époque de Louis XIV, la cour de Versailles sous Louis XV avait perdu tout crédit, que plus les autres cours d'Europe se fichaient éperdument, parce que vous savez que Louis XV était un roi frivole qui passait son temps dans les bras de ses maîtresses, notamment de la Pompadour, qui régnait sur son cœur, un petit peu comme Julie Gaillet ou Valérie Trierweiler sont les Pompadours de notre époque. Enfin, tout ça est minable. Mais c'est également, pour se rapprocher plus près de nous, ce qui s'est passé en fait sous la 4e République. Voilà, on est arrivé au pire moment de la 4e République. Tout ce qu'avait apporté De Gaulle à partir de 1958, le redressement de l'État, l'autorité de l'État, la politique française redevenue souveraine et indépendante qui forçait l'admiration des peuples du monde entier, mais tout ça a été détruit par une série de présidents de la République plus calamiteux les uns que les autres. Mais là, avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, je crois qu'on a vraiment touché le pompon, si j'ose dire. Il y a un autre président étranger qui s'est exprimé sur ces questions de terrorisme, c'est le président du Tchad, Idriss Déby, qui a été interviewé récemment, il y a quelques jours, et notamment sur Boko Haram. Boko Haram, c'est cette milice paramilitaire islamiste qui sévit et qui commet des crimes absolument épouvantables dans le nord du Nigeria. On n'en parle pas beaucoup en France, c'est bien à tort, parce que c'est des populations, notamment des populations chrétiennes, qui sont, mais pas uniquement, mais qui sont principalement victimes
des attaques de Boko Haram. On a montré ça comme une espèce de pieuvre islamiste qui se répand. Or, le président, alors on a appris il y a environ une dizaine de jours que les armes qui sont livrées à Boko Haram sont principalement des armes françaises. À au moins 40%. Alors ça, c'est une première information qui n'est pas inintéressante. Deuxièmement, des rumeurs insistantes circulent sur le fait que Boko Haram est soutenu et financé et armé, là aussi, par les puissances occidentales qui font semblant, par ailleurs, de dénoncer et de contrer le terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Bachar el-Assad cette fois-ci, c'est le président du Tchad, Idriss Déby lui-même, et qui a dit très exactement ceci: Boko Haram est soutenu, Boko Haram est financé, Boko Haram a reçu du matériel, y compris du matériel blindé sur le terrain, de qui, je ne sais pas, a dit Idriss Déby, paraît-il, avec un grand sourire qui montrait aux journalistes qu'en fait il savait très bien qui c'était. En attendant, on a appris il y a quelques jours que c'est la Russie qui a décidé d'armer le Nigeria pour lutter contre Boko Haram. C'est tout dire. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. La photographie de John McCain, prise en Syrie au mois de juillet, je crois, 2013. On voit, il y a un groupe de salafistes. D'ailleurs, on le voit au milieu des salafistes, donc des salafos wahhabites, en train de remettre une décoration à un super gros barbu, à tête un peu patibulaire. Et puis on le voit dans une salle. Alors les photographies sont tout à fait explicites. Et en face de lui, qui y a-t-il? Eh ben, il y a Monsieur El-Baghdadi, qui est le fameux émir, pas émir, pardonnez-moi, émir veut dire commandeur des croyants, hein, c'est la même chose. Le calife. On top of that, I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS. Senator But that's Paul, not true. Well, it's not true. It's You want not me to read true. from the, whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also, let me point out that if we are going to conduct a conflict the way you are describing it, and I'm afraid that's the case, this is reminiscent of Vietnam, the gradual escalation that ended up in one of the worst defeats that America has ever suffered. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them, or it is given to them, and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. How look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. Let me ask you this. Les personnes que je viens de voir qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre.
parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Alors justement, vous parliez de la Syrie, les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Les Américains semblent prêts à le faire. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage parce que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants, il a utilisé de façon scandaleuse des armes chimiques. Et donc en face, il ne s'agit pas d'armer pour armer, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage.